Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le diabète durant la grossesse. Alors, il faut savoir que le diabète durant la grossesse est divisé en deux grandes entités. Alors, soit la femme était déjà atteinte d'un diabète de type 1 ou de type 2, puis elle est tombée enceinte, soit c'est un diabète qui s'est nouvellement euh, révélé pendant la grossesse. Alors, on va commencer toujours par une petite introduction, l'intérêt de la question, les facteurs de risque de diabète gestationnel, le dépistage et ses modalités, comment poser le diagnostic positif, les différentes complications et le pronostic après la grossesse, et enfin, la conduite à tenir et ce qu'il faut retenir de tout cela. Alors, qu'est-ce que le diabète pendant la grossesse? Alors, on a dit qu'il y a deux entités différentes. On a le diabète gestationnel qui apparaît avec la grossesse et un diabète préexistant à la grossesse. Alors, durant une hyperglycémie pendant la grossesse, on aura les deux entités, soit le diabète préexistant pendant la grossesse, soit le diabète gestationnel. Alors, pour parler de diabète gestationnel, il faut que ce diabète soit diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Alors que le diabète préexistant, il a été diagnostiqué bien avant la grossesse. Bien sûr, le diabète gestationnel peut être soit de type 1, qui est apparu pendant la grossesse chez une femme très jeune, ou la première part très jeune, ou un diabète de type 2, qui était passé inaperçu, qui n'a pas été dépisté. Donc, l'OMS définit le diabète gestationnel comme un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable. Il est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse et il va disparaître après celle-ci. Il va englober soit le diabète préexistant à la grossesse, mais il est méconnu, donc révélé pendant la grossesse. Le diabète gestationnel, lui, apparaît soit pendant la grossesse, soit durant le postpartum. Alors pourquoi une femme fait-elle un diabète gestationnel? Eh bien, durant la grossesse, il faut savoir qu'il existe un état d'hyperinsulinisme ou d'hyperinsulinémie lié à l'action de différentes hormones, que ce soit les oestrogènes, la progestérone, voire même l'hormone lactogène placentaire et l'HCG. Il existera également une insulinorésistance physiologique. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va essayer de mobiliser le maximum de glucose possible pour fournir au fœtus tout le glucose dont il aura besoin. Le diabète gestationnel, il est le plus souvent donc lié à une dysfonction des cellules bêta du pancréas sur un fond d'insulinorésistance chronique prédisposante. C'est-à-dire qu'une femme qui n'avait pas d'insulinorésistance dans ses gènes, eh bien, elle aura très peu de chances de développer un diabète gestationnel, contrairement à une femme qui a déjà un fond, que ce soit un terrain familial ou un terrain génétique ou un terrain métabolique prédisposant au diabète gestationnel, donc à un syndrome métabolique. Lorsque cette insulinorésistance est exagérée, il va en résulter une hyperglycémie, qu'elle soit maternelle ou fœtale, source de complications. Alors il faut savoir que cette hyperglycémie, son pronostic variera selon si elle apparaît au premier trimestre, bien sûr je parle du pronostic fœtal, il variera selon si elle est apparue au premier ou au dernier trimestre par exemple. Il faut savoir que l'insuline ne va pas passer la barrière fœto-placentaire, c'est-à-dire que la femme pourra peut-être réguler sa propre glycémie grâce à l'insuline, mais le fœtus, lui, elle ne pourra pas réguler la glycémie de son fœtus, ce qui fait que le fœtus sera en hyperinsulinisme durant la grossesse et après l'accouchement, lorsqu'il ne recevra plus autant de glucose lié à l'hyperglycémie de la femme, dans ce cas-là, il risquera une hypoglycémie néonatale. Donc, on garde en tête que l'hyperglycémie maternelle va entraîner une hyperglycémie fœtale par passage du glucose dans la circulation fœtale, mais l'insuline, elle, ne va pas passer. Ce qui fait que le fœtus sera en hyperinsulinisme tant qu'il va recevoir beaucoup de glucose par sa mère. À la naissance, lorsqu'on va couper le cordon, il ne recevra plus autant de glucose, mais l'hyperinsulinisme sera toujours là, donc on risque une hypoglycémie néonatale. D'autres facteurs peuvent entrer en jeu dans la genèse de la maladie. On a par exemple une expansion du tissu adipeux, on a une augmentation de la néoglucogénèse, on aura l'intervention du microbiote intestinal, une insulinorésistance placentaire avec production de
de facteurs pro-inflammatoires et même de leptine, une insulino-résistance musculaire avec dépôt de gras au niveau du muscle, voire une augmentation de l'appétit et une diminution, euh, une diminution du métabolisme de base par le cerveau. Tout ça évidemment est lié à l'hyperglycémie et à la dysfonction des cellules bêta du pancréas, entraînant bien sûr cette insulino-résistance. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie le diabète gestationnel? Eh bien, il faut savoir qu'il va compliquer 2 à 6% des grossesses. Sa prévalence va augmenter avec l'âge maternel, notamment lorsque celui-ci dépasse les 35 ans. Et 15% des diabètes gestationnels sont dus à un diabète de type 2 qui était préexistant, méconnu. Ce qui fait que le dépistage du diabète gestationnel reviendrait finalement à dépister un diabète de type 2 qui serait méconnu chez ces femmes. Alors, quels sont les facteurs de risque de diabète gestationnel? Comme on a dit à la planche précédente, c'est l'âge maternel avancé, ou alors, eh bien, le terrain prédisposant à l'insulinorésistance. Alors, le terrain prédisposant, c'est comme un petit peu un syndrome métabolique, donc on a l'obésité, on a tout ce qui est antécédents familiaux ou personnels, donc les antécédents familiaux de diabète de type 2 au premier degré. Comme on le sait, le diabète de type 2 a un fond génétique, tandis que le diabète de type 1, non. Les antécédents personnels de diabète gestationnel, les antécédents de macrosomie ou de mort in utero qui seraient inexpliqués, l'origine ethnique. Alors l'origine ethnique, on sait que les Maghrébins et les Africains sont beaucoup plus sujets au diabète gestationnel que les Européens. Et enfin, tout ce qui est signe d'appel au cours de la grossesse, donc un syndrome cardinal pendant la grossesse par exemple. Quand est-ce qu'on doit dépister le diabète gestationnel? Alors, le dépistage, c'est la pierre angulaire de la prise en charge du diabète gestationnel. Il faut savoir le rechercher chez les femmes enceintes qui vont présenter au moins un facteur de risque des facteurs de risque qu'on vient de citer. Et le diabète gestationnel, eh bien, lui, se fera dépister dès le premier trimestre, le plus souvent à la première consultation du T1. Comment est-ce qu'on se fait dépister? Eh bien, on fait une glycémie à jeun. La glycémie à jeun sera effectuée au premier trimestre et selon les résultats de cette glycémie à jeun dépendra la suite de la conduite à tenir. Alors, si cette glycémie est positive, on commencera directement la prise en charge. Si cette glycémie à jeun est négative, on va refaire le dépistage au T2 par une hyperglycémie provoquée par voie orale selon les recommandations de l'OMS. Alors, comment savoir si cette glycémie effectuée au T1 est positive ou négative? Eh bien, si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26, on va parler de diabète préexistant à la grossesse. C'est donc un simple diabète de type 2 ou un diabète de type 1 préexistant à la grossesse. Et dans ce cas-là, on va traiter directement. Si cette glycémie est supérieure ou égale à 0,92, eh bien là, on va parler de diabète gestationnel et on commencera à traiter directement. Si cette glycémie est inférieure à 0,92, pour le moment, il n'y a pas de diabète gestationnel, mais il faudra refaire un dépistage par HGPO dès le T2, donc entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Alors pourquoi 0,92? Eh bien, il y a eu des études épidémiologiques qui ont découvert que les femmes qui présentaient une glycémie ou une hyperglycémie qui serait supérieure ou égale à 0,92 augmenteraient le risque de morbimortalité materno-fétale. Bon, c'est surtout la morbidité materno-fétale. Ce qui fait que l'OMS a défini ce seuil de 0,92 grammes par litre. Donc, si c'est supérieur à 1,26, c'est un diabète préexistant à la grossesse et donc il faudra traiter. Si c'est supérieur ou égal à 0,92, c'est un diabète gestationnel et il faudra traiter. Si c'est inférieur à 0,92, pour le moment, on ne peut pas se prononcer. Donc, il faudra refaire un dépistage par HGPO au deuxième trimestre entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Bien sûr, il faut savoir que chez la femme, donc à cause de l'insulinorésistance, mais aussi de l'hyperinsulinisme, la femme enceinte est en hypoglycémie relative. Donc le 0,92, même si ça paraît bas pour une personne normale, vu que la norme c'est 1 gramme par litre, et bien chez la femme enceinte, au-dessus de 0,80, c'est déjà une hyperglycémie, et au-dessus de 0,92, là, on a dépassé le seuil du diabète gestationnel.
Le dépistage au deuxième trimestre, c'est donc la GPO entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Elle se fera en 4 étapes. La première étape d'abord, c'est qu'on va mesurer la glycémie à jeun. Lorsqu'on va mesurer la glycémie à jeun, il y aura certaines normes. Puis on va administrer 75 grammes de glucose. On va mesurer la glycémie postprandiale à 1 heure et il y aura certaines normes à connaître. Et la mesure de la glycémie postprandiale à 2 heures et il y aura certaines normes à connaître. Si une de ces valeurs, donc la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale à 1 heure et la glycémie postprandiale à 2 heures est anormale, on pourra poser le diagnostic de diabète gestationnel. Alors quelles sont ces normes? Eh bien, on va parler d'un dépistage, on va parler d'un diabète gestationnel si la glycémie à jeun est supérieure à 0,92, donc c'est la même chose que celle du T1. Si la glycémie à 1 heure est supérieure à 1,80 ou si la glycémie à 2 heures est supérieure à 1,63. Donc, on va parler de diabète gestationnel si un seul de ces facteurs est positif. La glycémie à jeun, c'est le même seuil que pour celle du T1, c'est 0,92. La glycémie à 1 heure, c'est 1,80. Et la glycémie à 2 heures, c'est 1,53. Alors donc comment est-ce qu'on pose le diagnostic positif diabète de type du diabète gestationnel, pardon. Donc le diabète gestationnel a une définition typiquement biologique. Alors c'est une hyperglycémie qui serait apparue pendant la grossesse, souvent après 24 semaines d'aménorrhée, souvent et non pas toujours. La glycémie à jeun au T1, qui est effectuée chez toute femme présentant au moins un facteur de risque, doit être supérieur ou égal à 0,92 pour parler de diabète gestationnel, supérieur ou égal à 1,26 pour parler de diabète préexistant à la grossesse qui serait méconnu, ou inférieur ou inférieur à 0,92. Dans ce cas-là, on ne peut pas se prononcer et on fera une AGPO au T2. Alors cette AGPO qui se fera par administration de 75 grammes de glucose selon le protocole de l'OMS sera dite positive si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 0,92, un petit peu comme celle du T1, si la glycémie à 1 heure est supérieure ou égale à 1,80 et si la glycémie à 2 heures est supérieure ou égale à 1,53. Alors ici, chez la femme enceinte, on ne peut pas se baser sur la glycosurie parce que la fonction rénale n'est pas similaire à celle d'une femme normale. Donc la glycosurie physiologique pendant la grossesse ne permet pas de dépister un diabète comme une glycosurie par exemple chez un sujet sain ou chez un diabétique. Alors pourquoi est-ce qu'on dépiste ce diabète gestationnel? Ben, c'est justement pour éviter la morbidité materno-fétale, donc les complications qui seraient liées à cette hyperglycémie. Alors on a des complications fétales, des complications néonatales, des complications chez l'enfant plus tard, donc c'est le pronostic, et des complications également maternelles. Les complications fétales sont liées le plus souvent à l'hyperglycémie. Alors on dit que le diabète gestationnel apparaît le plus souvent à la fin du deuxième trimestre, au début du troisième. Donc, l'organogénèse est déjà finie. C'est-à-dire que le risque de malformation fétale est très faible par rapport à une femme qui aurait un diabète préexistant à la grossesse déjà connu, donc qui était déjà présent, qui était déjà diagnostiqué et donc qui était déjà présent au T1. L'hyperglycémie au T1, donc le passage de glucose dans la circulation fétale pendant le premier trimestre, eh ben, il va altérer l'organogénèse et il sera pourvoyeur de malformations, notamment cardiaques. Le risque de macrosomie et donc de dystocie des épaules et donc d'un accouchement dystocique, l'hydramnios, voire la mort in utero ou la menace d'accouchement prématuré. Pour les complications néonatales, on a dit que le fœtus est en hyperinsulinisme. Donc, lorsqu'on va couper le cordon et qu'il ne recevra plus de glucose de sa mère, eh bien, on risque l'hypoglycémie néonatale. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë par maladie des membranes hyalines s'il y a un accouchement prématuré. Un risque de cardiomyopathie hypertrophique, notamment dans les hyperglycémies du T1, voire un ictère néonatal par hyperbilirubinémie. Les complications maternelles, alors en cas d'obésité associée, ce qu'on craint, c'est la prééclampsie. D'ailleurs, la surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie est obligatoire chez la femme enceinte avec ce facteur de risque qui est l'obésité. La récurrence du diabète gestationnel ou du diabète de type 2 après le postpartum, les infections urinaires, comme chez tout diabétique, les infections urinaires sont très très fréquentes, notamment le staph ou E. coli.
et les risques liés à la macrosomie, notamment la dystocie des épaules, euh, ou alors à la disproportion fœto-pelvienne. Chez l'enfant à long terme, eh bien, des études ont prouvé que les enfants nés de mère diabétique en cas de diabète gestationnel ou de diabète préexistant à la grossesse connu ou méconnu ont un risque d'obésité dans l'enfance beaucoup plus accru, voire un risque de développer un diabète de type 2 ou un syndrome métabolique à l'âge adulte. Alors, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir en cas de diabète gestationnel est liée au contrôle de la glycémie, au contrôle de la glycémie pour prévenir la morbidité materno-fœtale. Alors, quels sont ces objectifs? Eh bien, on peut déjà prévenir le diabète gestationnel ou alors les complications par une prévention préconceptionnelle. On va éviter de concevoir l'enfant tant que l'équilibre glycémique n'est pas parfaitement atteint. Ensuite, on peut effectuer une prise en charge précoce après l'accouchement, c'est-à-dire après cette grossesse, si un risque élevé de récidive est observé. Quelles sont les modalités de prise en charge? Donc d'abord, avant la conception, on va préconiser un équilibre glycémique strict par des règles hygiéno-diététiques. On ne donne pas de traitement, on dit juste à la patiente de bien surveiller son régime, de bien surveiller sa glycémie et de ne pas concevoir tant que la glycémie n'est pas parfaitement équilibrée. Durant la grossesse, c'est la prise en charge hygiéno-diététique qui est indispensable. C'est la pierre angulaire de la prise en charge de la conduite à tenir en cas de diabète gestationnel. L'autosurveillance glycémique doit se faire jusqu'à 6 fois par jour par des glycémies capillaires, parfois postprandiales, voire un dosage de l'HbA1c ou de la fructosamine. Quoique l'HbA1c et la fructosamine n'ont pas de grande valeur, n'ont pas de grande valeur pronostique. On préférera surveiller la glycémie. Secondairement, si les objectifs ne sont pas atteints après 7 à 10 jours de règles hygiéno-diététiques, on peut entamer une insulinothérapie par schéma basal bolus à 3 à 4 injections par jour. L'activité physique régulière est préconisée, elle est même recommandée, surtout la marche ou la natation. Elle doit être bien sûr adaptée au terme de la grossesse. On va ensuite entamer la surveillance. Alors la surveillance des complications, qu'elles soient fétales ou maternelles. Fétale par une échographie obstétricale, on va essayer de dépister la macrosomie et un ERCF, donc l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Et enfin, la surveillance des complications maternelles, notamment en cas d'obésité, qui est un facteur de risque de prééclampsie surajouté. Bien sûr, on va surveiller la tension artérielle, la protéinurie maternelle à chaque visite prénatale. On va bien sûr préconiser l'extraction fœtale qui sera programmée en cas de poids fœtal entre 4250 et 4500 grammes. C'est le cas donc d'une macrosomie. Pourquoi la suinothérapie? Eh bien, c'est tout simplement parce que les antidiabétiques oraux, eh bien, ils sont contre-indiqués pendant la grossesse car ils passent la barrière fœto-placentaire et sont phétotoxiques. Alors, quels sont les objectifs glycémiques chez la femme enceinte? Donc, la glycémie à jeun doit être inférieure à 0,95. Une étude a montré que une glycémie supérieure à 0,95 augmente la morbidité materno-fœtale. La glycémie postprandiale à 1 heure doit être inférieure à 1,4 et la glycémie postprandiale à 2 heures inférieure à 1,2. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale à 2 heures. Ce sont les deux facteurs pronostiques les plus validés dans les études et ce sont eux qui vont, et qui vont un petit peu déterminer le pronostic materno-fœtal. En fait, durant le postpartum, on va bien sûr surveiller la normalisation rapide de la glycémie sans traitement, si c'est un diabète gestationnel. Si cette glycémie ne va pas se normaliser, on pensera plutôt à un diabète de type 2 préexistant, méconnu. Le dépistage du diabète de type 2 lors de la visite du postpartum, alors bien sûr, on va devoir surveiller la glycémie, faire des AGPO, et enfin des règles hygiéno-diététiques, voire la metformine pour prévenir l'apparition d'un diabète de type 2 à long terme. On ne donne pas de contraception œstroprogestative dans le postpartum immédiat en cas de diabète gestationnel, on préférera une contraception de type neutre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le diabète gestationnel va englober un diabète apparu lors de la grossesse, qu'il soit préexistant, méconnu ou nouvellement apparu. Il est dû à une dysfonction des cellules bêta de Langerhans associée à une insulinorésistance qui est accrue, augmentée par rapport à celle de la femme enceinte normale.
Le dépistage doit être systématique chez toute femme présentant au moins un facteur de risque. Parmi les facteurs de risque, on a l'obésité, on a les antécédents personnels ou familiaux, personnels de diabète gestationnel, de macrosomie, familiaux de diabète de type 2, le SOPK, etc. Si elle est positive, si ce dépistage est positif par glycémie AGA-OT1, on va entamer la prise en charge. Si elle est négative, on ne peut pas se prononcer, donc on va recourir à un dépistage OT2 par une AGPO. La morbidité materno-fétale est étroitement liée à l'équilibre glycémique. C'est pour ça qu'une prise en charge adaptée doit être très vite mise en place par des règles hygiéno-diététiques associées ou non à l'insulinothérapie. On passera à l'insulinothérapie si l'objectif glycémique n'est pas atteint après 7 à 10 jours de règles hygiéno-diététiques. Et enfin, on doit penser à dépister, voire à prévenir le diabète de type 2 dans le postpartum. Et merci.